choix. 98.1 Radio X. Sénèque a déjà dit « Méditer la mort, c'est méditer la liberté. Celui qui sait mourir ne sait plus être esclave. » Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. En vous souhaitant à tous et à toutes un excellent vendredi soir, on est le 5 novembre 2021. Christian, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marceau. Comment allez-vous, cher monsieur? Ça va bien, toi? Oui, vos vieux os commencent pas à avoir mal avec les froides températures de l'automne? Non, pas du tout. Non, top shape. Il faut croire que je dois être encore trop jeune pour ça. Ce soir, on parle des hantises du presbytère de Borley. Oui, en fait, on va s'attaquer à l'une des histoires les plus populaires lorsqu'il est question de parler de hantises. C'est un incontournable, hein? Tu ne trouveras pas de livre sur les histoires de fantômes de façon générale sans qu'il y ait un passage qui soit consacré au célèbre presbytère de Borley qu'on a qualifié de la maison la plus hantée d'Angleterre. J'ai visité les lieux au début des années 2000, c'était en 2003 ou 2004. Et le presbytère n'existe plus depuis les années 40. Il a été détruit lors d'un incendie. Il existe encore une dépendance du presbytère qui est toujours en place. Je me rappelle avoir parlé avec les propriétaires qui me disaient qu'ils avaient vécu des expériences un peu surprenantes, mais rien qui se rapproche de ce qui avait été rapporté à l'époque dans les années 20 ou les années 30. Donc, on va revenir un peu là-dessus. C'est un sujet qui est très controversé. Hein. C'est le presbytère de Borley, ça ressemble un peu à l'histoire d'Amityville. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont dire tout ça est une pure invention et d'autres qui vont dire qui sont prêts à croire tout ce qui a été rapporté. On va essayer de regarder et d'établir un juste milieu à travers ça. Donc ça sera en deuxième partie de l'émission. Les très célèbres hantises du presbytère de Borley. Très hâte d'entendre ça. Parlant d'actualité de la semaine, tout à l'heure, j'étais sur le site de la presse, puis je lisais qu'il y avait une policière sud-africaine, en fait, qui est maintenant rendue une ex-policière sud-africaine, qui a été condamnée à 6 peines de prison à vie pour avoir tué son petit ami et 5 membres de sa famille pour toucher des assurances-vie. On parle d'une meurtrière en série, puis j'ai eu cette réflexion-là. On dirait qu'il n'y a plus de meurtriers en série célèbres. Tu sais, tu nous as déjà parlé de John Wayne Gacy. Ce gars-là est passé à l'histoire. Jack l'Éventreur et tout ça. Mais on dirait qu'à partir d'un certain moment, je sais pas, peut-être les années 90, 2000, tous les tueurs en série ont comme disparu. C'est comme si ces gens-là, on leur voit plus un mythe. Là, c'est très positif là, de plus vouer un mythe à ces gens-là. Mais c'est particulier quand même qu'on reste avec nos anciens tueurs en série. En fait, tu poses une question qui est tout à fait légitime et tu as tout à fait raison. On a l'impression que les derniers, entre guillemets, derniers grands tueurs en série remontent aux années 80 ou plus tard ou dans les années 70. Ouais. Hein, on pense à, tu as mentionné John Wayne Gacy, on pense à Theodore Bundy aussi, qu'on pense à Charles Manson, quoique Manson n'était pas recommandé des crimes, mais lui, ça reste un peu ambigu sur le nombre de crimes qu'il aurait commis de sa propre main. Donc, peut-on le qualifier de tueur en série? Bon, moi, je crois que oui, parce qu'il a quand même été soupçonné d'avoir commis de sa propre main 6 ou 7 meurtres. Mais bien sûr, les meurtres pour lesquels il a été condamné, il les a plutôt commandés, hein, il les a suggérés aux gens de son entourage, de sa secte qu'il appelait la famille. Donc, ça reste controversé. Puis effectivement, tu as mentionné Jack l'Éventreur. Dans les années 60, on a eu l'étrangleur de Boston. Donc, mais c'est vrai que ces assassins qui ont marqué un peu l'imaginaire,
un imaginaire macabre, on s'entend bien, date de quelques décennies. Exact. Et c'est peut-être parce que, je sais pas, peut-être qu'on a, aujourd'hui, les tueurs en série ont été un peu, à une époque, hein, ça sortait de l'ordinaire, hein, quand on pense à l'étrangleur de Boston ou Theodore Bundy, on était moins exposé à cette dynamique des tueurs en série. Bien sûr, on pouvait voir des films de slasher, hein, des assassins sanguignolants au cinéma avec Halloween ou les Vendredis 13, mais c'était un domaine qui était quand même un peu tabou d'être traité ouvertement à la télévision. On n'avait pas de grandes émissions qui se consacraient à des tueurs en série. Et puis c'est vrai que dans les années 90 et 2000, on a vu apparaître toutes sortes de séries télévisées où le tueur en série est un peu banalisé. Hein. On pense par exemple à des séries comme Dexter, qui est très très bien. Hein. Je veux dire, moi je me suis régalé à regarder Dexter. Mais c'est vrai qu'à travers tout ça, on en vient un peu à banaliser le tueur en série. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on est choqué par le compte-rendu des crimes qu'ils ont commis lorsqu'ils se font arrêter, mais on passe rapidement à autre chose. Tu sais, on pense par exemple au Québec à William Fife, ben, on en a parlé, puis parfait, on passe à autre chose. On pense à Picton en Colombie-Britannique, hein, qui a assassiné plusieurs prostituées. Puis bien sûr, on a fait le rapprochement avec, par exemple, Silence des agneaux, le 3e opus, par exemple, où Picton disait qu'il avait donné il avait démembré les corps et les avait donnés à des cochons pour qu'ils les mangent. Évidemment, on est horrifié lorsqu'on lit les détails de ces crimes sordides, mais rapidement, on passe à autre chose, et je ne pense pas que Robert Picton, qui est bien sûr un tueur en série notoire, n'obtiendra pas cette espèce de popularité macabre, souterraine, qu'ont obtenu avant lui les John Wayne Gacy, les Theodore Bundy ou Richard Ramirez, qui en fait était pas pire que Picton ou mieux que Picton. Hein? Ça reste un club sélect des tueurs en série, mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir banalisé un peu le tueur en série à travers la télévision, puis peut-être aussi que les médias sociaux, rapidement, on le sait, maintenant, l'actualité, c'est une actualité qui est très limitée dans le temps. Autrefois, avant l'avènement des médias sociaux, on pouvait faire 3-4 jours sur une même nouvelle. Aujourd'hui, on a une espèce d'actualité jetable où une fois que l'information est passée, rapidement on passe à autre chose. Et je pense que dans cette moulinette du temps, ben le tueur en série y est passé également. Il devient une actualité excessivement limitée sur le plan du temps. Donc on raconte l'histoire, on est horrifié et parfait, on passe à autre chose, alors que des crimes comme Manson ou des crimes comme Gacy ont alimenté la presse pendant des semaines, sinon des mois. Parce qu'il y aurait de bons films à faire sur Robert Picton, il y aurait de bons films à faire sur Russell Williams, qui était un des plus gros hauts gradés de l'armée canadienne, qui était en présence de personnes quand même d'importance, là, des ministres et tout ça constamment. Le gars est un tueur en série, c'est un fétichiste, c'est un sadique. Il rentrait chez les dames, les tuait, volait leurs vêtements, se prenait en photo. Mais ces gens-là, on dirait qu'on n'en parle plus. Mais on parle encore de nos bons vieux tueurs en série, parce que c'est sympathique. Oui, voilà, parce que bon, ces crimes-là, à une époque, ils ont marqué l'imaginaire d'une telle façon. Puis c'est vrai que, bon, il y avait quand même des raisons, là, quand on regarde les crimes de Manson, qu'on regarde les crimes de Gacy. Hein. Gacy, c'est quand même une trentaine de victimes. Ouais. Manson, il s'est attaqué, en fait, à une imagerie hollywoodienne en assassinant Sharon Tate. Et les crimes étaient tellement bizarres en soi, là, l'idée de convaincre des gens de commettre des crimes par procuration, d'une certaine façon. Et les raisons derrière le crime, hein, quand Manson, durant le procès, on apprend l'hypothèse défendue par le procureur de l'époque, qui est Vincent Bugliosi, qui a écrit éventuellement le livre Helter Skelter, qui demeure à ce jour le livre de crimes réels, True Crimes, le plus vendu au monde, qui raconte l'affaire Manson. Et l'hypothèse défendue par Vincent Bugliosi, qui est décédé il y a quelques années, était: Manson a voulu commettre ces crimes parce qu'il voulait déclencher une guerre raciale, forcer les Noirs à tuer les Blancs, et une fois que les Noirs auraient vaincu les Blancs,
ben, évidemment, il y avait une espèce de vision très raciste. Manson disait, les Noirs ne seront jamais capables de gouverner par eux-mêmes. Il suffit de regarder les pays qui sont majoritairement de Noirs. Ben, évidemment, ce sont des pays qui sont dans le chaos. Et là, il faisait référence, par exemple, à l'Afrique ou d'autres pays semblables, alors que ça nous prouve qu'il n'avait pas une bonne connaissance dans les économies locales pour sortir des stupidités semblables. Mais néanmoins, Manson croyait que les Noirs vaincraient les Blancs et qu'une fois que les Noirs auraient dissimé les Blancs, ben, ils auraient besoin, malheureusement, de leaders. Et comme ils ne trouveraient pas de leaders parmi leur propre race ethnique, ben, ils se tourneraient vers les Blancs et lui, Manson, se présenterait comme le nouveau Messie pour gouverner le monde. C'est l'hypothèse, c'est le scénario défendu par le procureur, qui était appuyé par des éléments très concrets. Hein, cette vision du helter-skelter, hein, qui est une interprétation à l'américaine, hein, parce que helter-skelter, il faisait référence à une chanson des Beatles sur l'album blanc. Et dans l'album blanc, les Beatles, évidemment, de culture britannique, Helter Skelter, c'est une espèce de descente en toboggan, hein, une espèce de descente, une montagne russe, par exemple, c'est un Helter Skelter. Donc, c'est un peu la thématique qui est véhiculée à travers cette chanson, donc une espèce de chute rapide et qui donne de l'émotion. Alors qu'aux États-Unis, la même expression Helter Skelter pourrait signifier « sauf qui peut ». Et Manson, lui, interprétait ça, c'était le nom qu'il avait donné à cette espèce de guerre raciale qu'il voulait déclencher. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé, autour de lui, des écrits qui évoquaient Helter Skelter. Je me rappelle qu'à Baker Ranch, lorsqu'il a été arrêté, Manson, on a retrouvé sur une porte d'une pièce, parce que c'était une espèce de ranch abandonné, on a trouvé sur une porte, en lettres peintes, le mot Helter Skelter. Donc, il y avait toutes sortes de visions comme ça où Manson entretenait ça. Et c'était des crimes tellement bizarres d'une part, bizarre par le motif, et également excessivement choquant quand on connaît les victimes, et qui plus est, Sharon Tate, qui avait une espèce d'adulation là, dans le cinéma américain, et qu'on le sait, la femme de Polanski, qui était enceinte de 8 mois et demi, ce qui ajoutait à l'aspect, disons, macabre du crime. Donc, bien sûr, tout ça alimentait l'imaginaire, et bien sûr, à cette époque, le tueur en série demeurait quelque chose d'un peu tabou, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc, probablement que tout ça a alimenté, en fait, cette fascination que les gens ont eue pour ces grands tueurs en série des années 60 ou 70. La première fois que j'ai su que les tueurs en série existaient, ça devait être vers la fin des années 80. C'est soit une série ou soit un film qu'on avait fait sur Ted Bundy, le tueur charismatique. Oui. Puis je m'étais dit, wow, ça existe, ce genre de gens-là. Puis de la façon dont on l'avait mis dans cette série-là ou dans ce film-là, c'est comme si c'était un gars extrêmement sympathique. Tu venais qu'à t'attacher au personnage et ne pas croire qu'il pouvait faire des gestes aussi horribles. Ouais, l'histoire de Ted Bundy a été portée 2-3 fois au petit écran. Ouais. Et moi, je me rappelle une série qui avait, en fait, un téléfilm qui avait été très populaire. En fait, c'était une mini-série, c'était en 2 ou 3 épisodes, et Mark Hammond, qu'on retrouve dans NCSI, jouait le rôle de Ted Bundy. Puis effectivement, c'est un type qui avait un sourire très charismatique. Quand on regardait la mini-série, qui, comme je le mentionne, était en 2 ou 3 épisodes. Ouais. T'as tellement une bonne mémoire, c'est exactement ça. C'est The Deliberate Stranger. Voilà, ouais. Et quand on regardait le bonhomme, évidemment, avec son sourire enjôleur, tout ça, tellement sympathique, qu'on avait de la misère à imaginer que ce type-là incarnait un épouvantable tueur en série. Et c'est vrai que Mark Hamill était quand même plus sympathique que l'était Ted Bundy, parce que mais Bundy avait un style, un charisme certain, et Bundy, plusieurs éléments ont contribué un peu à ajouter à son aura de tueur en série. Et l'un des éléments, bien sûr, il y avait l'aspect... Ted Bundy est un cas assez particulier. Hein? Généralement, les tueurs en série, quand on regarde le profil établi par le FBI, d'ailleurs, il faut rappeler que l'expression tueur en série a été créée par le FBI, le bureau des profiling, les comportements criminels, qui ont établi le profil du tueur en série. Donc, l'expression vient d'eux. Et le tueur en série, c'est donc quelqu'un qui va commettre au moins 3
3 assassinats en suivant à peu près le même modus operandi et à des moments ou des lieux différents. Donc, c'est ce qui caractérise le tueur en série contre, par exemple, le tueur de masse qui, lui, va arriver avec une carabine, par exemple, dans une école. Les fusillades dans les écoles sont des tueurs de masse qui se terminent généralement par le suicide de l'assassin. Donc, le type rentre, il a une carabine automatique, par exemple, il va abattre 7, 8, 10 personnes, comme on l'a vu, par exemple, à l'Université de Montréal avec Marc Lépine, et ensuite, il va tourner l'arme contre lui. Ça, c'est un tueur de masse, alors que le tueur en série, lui, évidemment, va avoir une carrière beaucoup plus longue, commettre des crimes de manière épisodique et qui va se faire une carrière autour de ça. Donc, Ted Bundy, là où il est très différent des autres tueurs en série, c'est que la plupart du temps, selon le profil du FBI, mais on connaît bien l'expression, il y a toujours l'exception à la règle. La plupart des tueurs en série sont des gens qui viennent de familles complètement désorganisées. Ce sont des gens qui ont généralement peu d'éducation. Ils ont des problèmes d'ego. Alors que Ted Bundy ne vient pas d'une famille aussi dysfonctionnelle. C'est un type qui avait une bonne éducation. Dans ses cercles d'amis rapprochés, on le voyait déjà comme étant un candidat pour faire de la politique américaine. C'est un individu, bien sûr, il avait des traits de caractère qui étaient propres aux tueurs en série. Bon, la psychopathie, un énorme ego. Je suis plus futé que la police, donc Bundy se disait ça. Mais il y avait quand même des éléments qui le différenciaient la plupart des tueurs en série et qui ne correspondaient pas tout à fait au profil qu'imaginait le FBI. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est un type qui avait beaucoup de charisme et le fait qu'il ait essayé de se défendre lui-même en cours. On avait également le procès de Ted Bundy qui était diffusé à la télévision aux États-Unis et donc on l'écoutait dans de longues envolées oratoires et même à certains moments, ça devenait presque comique de l'écouter. Le bonhomme s'attirait une espèce de sympathie par ses actions, par son discours, alors que c'est un épouvantable tueur en série. Mais néanmoins, tout ça a contribué, bien sûr, à cette marque, l'aura qui a entouré Ted Bundy. Manson, c'est un peu la même chose, Quand tu voulais, moi je me rappelle, quand j'ai tourné des séries, par exemple, Les Enfants tueurs ou Les Tueurs de l'occulte, Charles Manson est souvent revenu sur le sujet de nos conversations quand j'étais soit avec des procureurs, des avocats ou des policiers. Évidemment, à bâton rompu, le temps qu'on monte les caméras, qu'on installe le son, tout ça, on discutait de toutes sortes de sujets. Et Manson venait souvent dans la discussion. Et un des éléments qui me frappait, c'est que tout le monde était d'accord que Manson, c'était un individu qui était fascinant. Il suffisait de le mettre devant une caméra et on était fasciné par le bonhomme. Il donnait, entre guillemets, un bon show. S'il suffisait qu'une émission de télévision dise voilà, ce soir, on a une entrevue exclusive avec Charles Manson, et c'est arrivé à maintes reprises dans des émissions un peu tabloïdes, sensationnalistes, où on est allé interroger Charles Manson en prison, et à chaque fois, tu pouvais être certain d'avoir un numéro de Manson qui était exceptionnel. Il faisait des grimaces à la caméra, montait sur la table, même s'il était détenu dans un centre carcéral, même s'il était en partie enchaîné et menotté, il était quand même assez libre de ses mouvements, donc devant la caméra, il s'arrangeait toujours pour faire un peu le pitre. Et tout ça créait une espèce de fascination pour le personnage, et bien sûr, avec tout l'historique du crime qui l'entourait. Donc, il y avait des éléments là-dedans qui ont contribué à rendre ces gens-là populaires, mais on n'oublie jamais que ce sont des tueurs en série. D'ailleurs, cette semaine, j'étais de passage à l'émission Salut Bonjour à TVA, c'était jeudi, et le sujet de mon intervention était de parler de Jack l'Éventreur. On est au mois de novembre, et donc mon introduction a été de dire, c'était le 9 novembre 1888 que s'est terminée la carrière de Jack l'Éventreur. Et au cours de ma conversation avec Gino Chouinard, j'avais amené en studio différents objets qui font partie de ma collection et qui parlent de Jack l'Éventreur. Donc on a des jeux de société de Jack l'Éventreur, des jeux de cartes Jack l'Éventreur, des tasses Jack l'Éventreur, des sous-verts Jack l'Éventreur,
Léventreur, il y a toute une espèce de commerce du merchandising qui s'est développé autour de Jack l'Éventreur. Aucun tueur en série, même incluant Bundy, incluant Manson et autres, aucun tueur en série n'a eu droit à autant d'attention commerciale, si je puis dire, à un point tel qu'on a hissé Jack l'Éventreur au rang des super vilains. Aujourd'hui, il trône avec Dracula, Frankenstein, Jason de la série des Vendredi 13 ou Michael Myers de la série des Halloween. Donc, il fait partie de ces super vilains et tout ça nous fait perdre de vue, nous fait oublier que derrière toutes ces figurines, ces jeux et le personnage lui-même, on s'imagine dans le Gentleman Jack, l'homme avec la houppelande, le chapeau de forme, son petit sac de médecin sous le bras. On a créé une espèce de personnage fantastique dans un univers presque romantique. Quand on parle de Jack l'Éventreur, dès que j'ai évoqué le nom de Jack l'Éventreur, toi et probablement les auditeurs avaient immédiatement imaginé une espèce de Londres dans le brouillard, le bruit des chevaux sur le macadam du vieux Londres, On s'imagine tout un scénario autour de ça qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais Jack l'Éventreur est plus grand que c'est-à-dire que cette réalité-là, imaginée de Jack l'Éventreur, est plus grande que la réalité. Et comme le disait le réalisateur John Ford, quand une histoire est devenue une légende, publier la légende. Alors bien souvent, lorsque l'on parle de Jack l'Éventreur, on parle de la légende du personnage et non pas du personnage lui-même. Donc on aime imaginer des scénarios qui incluent la couronne britannique, les francs-maçons, des scénarios occultes derrière les crimes de l'Éventreur, alors que tout ça ne repose à peu près sur rien. Mais on a tendance à un peu oublier que derrière ces personnages, il y a eu quand même des assassins, il y a eu des victimes, et c'est un peu ce qu'il faut se rappeler, même si on développe cette fascination pour les tueurs en série, il faut jamais oublier que derrière ces personnages, malheureusement, il y a eu des victimes, puis on oublie trop facilement les victimes. Donc, le sujet de la soirée, on parlera tantôt des hantises du presbytère de Borley. Maintenant, on passe à l'actualité de la semaine. La vie extraterrestre, comment en être sûr? Ça, c'est une grande question. C'est vrai que si on regarde au cours des dernières décennies, des 2 ou 3 dernières décennies, c'est arrivé à quelques reprises qu'on nous annonce la découverte de vie extraterrestre. Et puis finalement, ça a été un peu rabat-joie. Je me rappelle dans les années, fin des années 80 ou début des années 90, durant l'administration de Bill Clinton, parce que je me rappelle que Bill Clinton avait commenté cette découverte, on avait trouvé une météorite, en fait dans l'Antarctique au début des années 80 de mémoire, et cette météorite, par la signature isotopique de la roche, on avait pu déterminer que c'était une roche qui provenait de Mars. Et là, éventuellement, en analysant certaines couches ou strates de la pierre en question, on avait découvert des espèces de formes un peu tubulaires et on nous avait annoncé qu'il devait s'agir de fossiles, d'espèces de microbes martiens qui étaient emprisonnés dans la pierre, qui avaient laissé une trace fossile. Et puis évidemment, il y avait tout un enthousiasme qui s'était développé autour de ça pour finalement apprendre que ces formes pouvaient finalement avoir été produites uniquement par de l'eau, de l'humidité dans la pierre, qui aurait pu creuser ces espèces de sillons qu'on avait au départ associés à des microbes martiens. Donc ça a été un peu, cette découverte a été, d'abord il y a eu une espèce d'enthousiasme scientifique pour cette découverte en disant, wow, on a peut-être la preuve d'une vie extraterrestre. Et puis ensuite, une nouvelle analyse des spécialistes qui nous arrivent, à la fois les géologues, les géophysiciens, et qui arrivent et qui disent, finalement, c'est peut-être simplement un phénomène naturel. Là, ça a été un peu rabat-joie. Donc, la NASA, et là, c'est tout à fait intéressant, c'est un article qui vient d'être publié dans le magazine Nature, dont le titre, si je te le traduis en français, c'est « Appel à un cadre de travail pour annoncer la preuve d'une vie extraterrestre ». Donc, ce sont des exobiologistes et des chercheurs de la NASA qui se sont dit, bon, parfait, si on le sait, actuellement, il y a toute une effervescence autour des recherches qui sont menées sur Mars par le robot Persévérance. Et encore cette semaine, on a pu voir dans l'actualité scientifique qu'on avait trouvé des carbonates qui pourraient indiquer la présence d'une vie fossile sur Mars.
On est loin encore de la preuve de façon définitive, mais c'est vrai que si on trouve des éléments carbonés, le carbone étant à la base de la vie telle qu'on la connaît sur Terre, bien évidemment, si tu trouves des éléments comme ceux-là sur d'autres planètes, ben c'est des premiers indicateurs qu'il pourrait y avoir de la vie. Donc, on est toujours un peu enthousiaste avec ça. Et encore, la presse scientifique faisait l'écho de cette découverte par Persévérance au cours des derniers jours. Mais la NASA se dit, OK, mais parfait, on trouve des éléments, du carbone, on a des expériences dans le passé, comme cette fameuse météorite de Mars dans les années 80 qui avait soulevé tant d'enthousiasme. Quel serait le cadre de travail qui nous permettrait de dire avec une certaine certitude, pour éviter les montagnes russes, de dire finalement, on a trouvé de la vie organique et on peut le démontrer maintenant. Et plutôt que de réagir de manière spontanée, par enthousiasme, en disant « Oh, oh, on a trouvé peut-être de la vie », les scientifiques qui ont écrit cet article, puis évidemment, ça appelle à une réflexion de la communauté scientifique, ont établi ce qu'ils ont appelé une échelle, l'échelle COLD, pour l'acronyme anglophone de Confidence of Life Detection. Ils ont établi une échelle en 7 étapes pour dire, voici nos filtres, et ce n'est qu'à l'issue de ces filtres qu'on pourrait annoncer au public, nous avons à peu près la certitude d'avoir découvert une vie extraterrestre. Donc, je te fais rapidement la nomenclature des niveaux. Le niveau 1, c'est de détecter un signal ou une biosignature suggérant une activité biologique. Donc, c'est un peu l'étape que franchit le robot Persévérance. On trouve des éléments carbonés, puis on se dit, ben voilà, on a une signature dans ces éléments chimiques qui semble nous dire qu'il y a peut-être une vie où il y a eu une vie fossile. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est exclure une contamination, que ce soit un signal radio. On en a parlé la semaine dernière du signal WAR, par exemple, et d'autres signaux radio comme des explosions électromagnétiques qu'on enregistre depuis quelque temps. Donc, comment s'assurer que ces signaux-là sont d'origine extraterrestre? C'est de s'assurer qu'il n'y a pas une contamination, ce ne sont pas nos appareils qui ont fait défaut. Puis c'est vrai pour un radiotélescope qui capterait un signal radio, de s'assurer que le signal n'est pas finalement une perturbation ou une interférence qui est déclenchée par nos propres éléments sur Terre. Et c'est vrai également pour la recherche de vie sur d'autres planètes, c'est de s'assurer que les équipements qui ont été mis en place, comme par exemple le laboratoire biochimique de Persévérance, de s'assurer que les résultats obtenus ne sont pas une conséquence de ces appareils, une interférence des appareils qui donnerait à penser qu'il existe cette vie carbonée, alors que finalement, c'est un élément ponctuel qui est apparu dans les analyses. Ensuite, il faut être en mesure de pouvoir faire une espèce de prédiction en fonction de l'environnement. Par exemple, si on est dans un environnement qui est tout à fait stérile, puis soudainement, une analyse nous dit, il y a peut-être des éléments carbonés, évidemment, il faut se poser la question, comment pourrait-on trouver des éléments à la base de carbone ou une vie fossile dans un environnement qui est désert et qui a toujours été désert? Alors que dans le cas, si on revient par exemple à Persévérance, au moment où on se parle, l'astromobile se trouve dans un cratère qui a autrefois été un lac. On le sait, il y a un delta qui alimente ce cratère, qui marque l'entrée du cratère et qui montre bien qu'il y avait des affluents de l'eau liquide qui baignaient cette surface-là. Donc, on a un environnement qui est propice à l'apparition de la vie. Et donc, si on trouve dans cet environnement qui autrefois, il y a des milliers, sinon voire des millions d'années, étaient propices à l'apparition de la vie. Si on trouve dans cet environnement-là des éléments carbonés, évidemment, ça correspond, il y a une espèce de correspondance entre le milieu et les découvertes scientifiques. Donc ça, c'est le niveau 3. Niveau 4, je ne te ferai pas les 7 étapes, mais le niveau 4, il est quand même très important, c'est de s'assurer que ces éléments-là ne peuvent pas être produits de manière naturelle. Qu'il s'agisse, par exemple, de notre vie fossile qu'on nous avait annoncé dans notre météorite martien trouvé en Antarctique et qui finalement n'était rien d'autre que de l'humidité à l'intérieur de la pierre, donc un phénomène naturel, autant comme les sursauts radio qu'on enregistre depuis quelque temps. On a parlé à quelques reprises à l'émission. Les scientifiques se demandent d'où provient cette source-là, mais il n'est pas exclu qu'elle soit
de nature naturelle. Bien sûr, il pourrait s'agir d'une technologie extraterrestre qu'on capte avec nos radiotélescopes, mais il pourrait s'agir, par exemple, de l'implosion d'une étoile, comme l'ont été, par exemple, les pulsars ou les quasars, qui émettent des espèces de façon plus ou moins périodique, des explosions électromagnétiques et qui pourraient confondre les scientifiques. Donc, on aurait une explication naturelle à quelque chose qui, à prime abord, pourrait nous sembler d'origine extraterrestre. Donc, ça, ce serait le niveau 4. Et là, ensuite, on a un niveau 5, 6 et 7. Et ce n'est qu'à l'issue de tous ces filtres-là que la NASA dit, si on réussit à passer toutes ces étapes-là, à éliminer tous ces irritants-là de la recherche, on pourra annoncer de manière soutenue, que ce soit par une vie fossile, comme on pourrait l'imaginer sur Mars, ou que ce soit un signal radio capté par nos radiotélescopes en provenance d'une région éloignée de l'espace, ou provenant d'une exoplanète, parce qu'on le sait, avec la montée foudroyante de la technologie on se prépare à mettre sur orbite le télescope James Webb, qui va permettre de détailler l'atmosphère d'exoplanètes. Donc évidemment, si on trouve dans ces exoplanètes des éléments, entre guillemets, une pollution qui ne pourrait être explicable que par une forme d'industrialisation, bien évidemment, ça nous donnerait à penser qu'il existe sur cette planète une civilisation qui ont atteint un niveau de technologie suffisamment grand pour polluer ou envoyer dans leur atmosphère des polluants, qui est, semble-t-il, une étape tout à fait normale dans l'évolution d'une civilisation. On ne peut pas passer par l'absence de pollution. On ne passe pas du microbe à une civilisation sans, à un moment donné ou à un autre, polluer notre environnement. Il faut pouvoir redresser la barre, et c'est actuellement ce que l'on essaie de faire avec les émissions de gaz à effet de serre, tout ça. Donc, il faut pouvoir redresser la barre. Mais néanmoins, c'est comme une espèce d'étape naturelle qu'une civilisation va éventuellement, si elle atteint un niveau de technologie suffisamment avancé, elle va envoyer dans son atmosphère des polluants qui seront les résultats ou la résultante de cette industrialisation. Donc, avec tout ça, si on est capable d'éliminer tous ces éléments-là, les biosignatures qu'on pourrait découvrir, et avec tous les filtres, bien évidemment, on pourrait annoncer éventuellement avoir découvert de la vie ailleurs sur d'autres planètes. Il faut le dire, la NASA est excessivement confiante que la génération actuelle est la génération qui va découvrir cette vie-là. Donc, on est convaincu qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, avec les nouveaux outils technologiques qu'on se donne, les recherches qui sont menées, et bien sûr l'avancement de ces technologies qui sont tout à fait foudroyantes, notre technologie d'aujourd'hui, de 2021, n'a plus rien à voir avec la technologie des années 1990, et pourtant les années 90 ne nous semblent pas si éloignées. Mais la technologie a fait des bonds énormes, et la NASA est confiante qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, cette technologie-là nous permettra d'affirmer avec une forte assurance que la vie existe ailleurs dans l'univers, si bien sûr vie il y a. Mais on aura les outils nécessaires pour pouvoir déterminer l'existence de cette vie étrangère. Comme disait mon grand-père, je le créerai quand je le verrai. Effectivement, on est tous un peu... En fait, on en a déjà parlé, quand on parle de la vie extraterrestre, c'est toujours amusant de voir cette espèce de fossé qu'il y a entre l'intérêt du public et l'intérêt scientifique. C'est-à-dire que l'intérêt scientifique se limite, il commence avec la découverte d'une vie organique ou de microbes. Et si on annonce demain matin qu'on a trouvé des microbes sur Mars, bien évidemment, tu as toute une communauté scientifique qui sera absolument en liesse de dire, voilà, on a trouvé de la vie sur Mars. Mais pour le public en général, la vie micro-organique, les microbes, tout ça, on s'en fout un peu. Tu comprends? C'est pas... Bon, qu'on nous annonce qu'on a trouvé une vie fossile sur Mars, qu'il y a déjà eu des microbes il y a 3 ou 4 millions d'années, ben, la plupart des gens vont hausser les épaules en disant, bon, ben, voilà, il y a eu de la vie sur Mars il y a 3 millions d'années, une vie micro-organique, des bactéries, des microbes, mais
Pour le public en général, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est d'imaginer, peut-être parce que on est des gens qui ont grandi avec la science-fiction, à partir des années 50, la science-fiction nous a habitués à l'idée de civilisation extraterrestre. Associé à cela, par la bande, on a toutes les histoires d'ovnis, puis on en parle beaucoup ces temps-ci, des ovnis, avec ce qui se passe au Pentagone, ce qui se passe avec la US Navy. Donc évidemment, on a dans l'imaginaire collectif, on pense à des civilisations extraterrestres, et c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a des civilisations extraterrestres avancées? Bon, de là à prétendre qu'elle pourrait communiquer avec nous ou nous rendre visite, c'est un autre élément, mais il y a loin de la coupe aux lèvres, mais d'imaginer qu'il peut exister sur d'autres planètes des civilisations qui ont développé une forme de technologie ou une forme de socialisation extraordinaire, c'est ce qui intéresse le public en général. Et comme tu dis, on le croira quand on le verra, mais pour l'instant, on est dans une situation où on est incapable d'évaluer cet élément-là. On est capable d'évaluer l'apparition de micro-organismes. On sait comment les micro-organismes, on sait à peu près comment les micro-organismes sont apparus sur Terre. Et il y a quand même une espèce de controverse. Est-ce que la vie est apparue spontanément sur Terre ou est-ce qu'elle a été amenée de l'espace? Parce que de plus en plus, on trouve des éléments carbonés dans des météorites. Donc, on se dit, est-ce qu'une vie fossile aurait pu être amenée sur Terre à travers une météorite qui serait tombée dans une espèce de soupe originelle et qui était favorable à l'apparition de la vie? Il manquait simplement une étincelle et cette météorite transportant des microbes aurait créé la vie sur Terre. C'est une hypothèse qui est tout à fait en vogue dans les milieux scientifiques, qui n'est pas la première hypothèse, il faut quand même le dire, mais c'est une hypothèse qu'on pourrait dire entre parenthèses marginale, mais qui est quand même discutée dans les milieux scientifiques, qu'on appelle l'hypothèse de la panspermie. Donc, ce sont des discussions, on sait comment les microbes ont évolué sur Terre et comment tout ça s'est produit. Et on est capable d'imaginer que de tels environnements doivent exister ailleurs dans l'univers et qui pourraient permettre l'apparition de cette vie micro-organique, déjà uniquement dans notre propre système solaire. On a plusieurs candidats à cette vie micro-organique, mais la question qu'on ne sait pas, c'est comment est apparue l'intelligence. Est-ce que l'apparition d'êtres intelligents, comme nous par exemple, les hominidés qui sont apparus il y a 4 millions d'années, est-ce que ces hominidés-là qui ont amené éventuellement l'apparition de l'Homo sapiens que l'on est aujourd'hui, on se demande, est-ce que ça c'est un accident de la nature et un phénomène qui serait rarissime, ou est-ce que c'est un phénomène qui est une conséquence naturelle à l'évolution des espèces? Donc, on est incapable de se prononcer là-dessus. Donc, quand on parle de la vie dans l'univers, on a des bons éléments qui nous permettent de dire avec une certaine confiance que oui, cette vie doit exister, même pulluler dans l'univers, mais dès qu'on parle de civilisation intelligente, là, évidemment, il y a de gros inconnus auxquels on doit faire face et pour lesquels on ne peut pas se prononcer de manière définitive. Peut-être qu'on est, au moment où on se parle, Yannick, on est peut-être la seule civilisation intelligente de tout l'univers. On est incapable de se prononcer sur cette dynamique-là. Donc, évidemment, on y croira quand on le verra, et jusqu'à maintenant, les preuves de cette vie intelligente, on les a pas encore. Donc, restons ouverts, mais en même temps, restons pragmatiques par rapport aux preuves qui nous sont proposées. On parle maintenant d'une étrange collision en mer de Chine. Oui, et ça, c'est une histoire en 2 volets. D'abord, au début du mois d'octobre, durant la 2e semaine du mois d'octobre, la US Navy nous annonce que l'un de leurs sous-marins, qui procédait à des manœuvres militaires en mer de Chine méridionale, aurait heurté quelque chose. Donc l'incident dont on parle, ce serait produit le 2 octobre. C'était un sous-marin de la US Navy, le USS Connecticut, et ce qu'on nous dit dans un communiqué qui a été émis par la US Navy, donc tout à fait officiel, la US Navy dit, voilà, le USS Connecticut, qui était en mission, a heurté quelque chose, ou il est entré en collision avec quelque chose, ou le quelque chose a heurté le sous-marin. Mais néanmoins, il y a eu une collision. Il faut quand même rappeler que le USS Connecticut est un peu un fleuron de la US Navy. C'est un sous-marin à propulsion nucléaire de la classe des Seawolf, donc les sous-marins les plus avancés sur le plan technologique. Et cette collision avec cet objet inconnu
a entraîné éventuellement des avaries aux sous-marins, et on raconte dans le communiqué émis par la US Navy, on précise que 11 des marins qui formaient l'équipage ont été blessés légèrement, mais ça n'a pas empêché le sous-marin de regagner son port d'attache à l'île de Guam. Et puis là, évidemment, on a inspecté le sous-marin pour évaluer les dégâts. Dans le communiqué de la US Navy, lorsqu'on évoque cet objet sous-marin inconnu, évidemment, la US Navy y va de quelques hypothèses. Elle dit il pourrait s'agir d'un navire coulé. Là, je te cite le communiqué. Elle dit il pourrait s'agir d'un navire coulé, d'un conteneur ou d'un objet non identifié. Ah! Bingo, le mot est lancé, objet non identifié. Il faut savoir que dans la culture ufologique, on parle souvent des ovnis, les objets volants non identifiés, mais il existe tout un univers où on parle d'osni, des objets sous-marins non identifiés, et là, bien sûr, on nous ramène sur le tapis des thématiques genre triangle des Bermudes, ou observation de lumière mystérieuse sous la mer, découverte de débris sous-marins qui pourraient laisser croire à l'existence ou à des manœuvres sous-marines par des objets inconnus, peut-être d'origine extraterrestre. Donc, le mot a été lancé à travers ce communiqué émis dès la mi-octobre pour préciser cet incident avec le sous-marin, le USS Connecticut. Et comme on parlait d'objets non identifiés, évidemment, ça a fait fantasmer les amateurs de mystère. On a repris abondamment ce communiqué dans les réseaux sociaux et principalement sur des pages qui étaient consacrées à la question des ovnis en disant, voilà, on a un sous-marin de la US Navy qui a heurté un objet non identifié. Ça, c'est notre premier volet, donc l'histoire a couru comme ça pendant 2 semaines, et voilà qu'il y a 3 jours, donc en milieu de semaine, la US Navy a émis un nouveau communiqué où elle annonce avoir enfin identifié l'objet non identifié qui est entré en collision avec le USS Connecticut, et elle dit que, en fait, le sous-marin a heurté une colline sous-marine qui n'était pas marquée sur les cartes de navigation. Alors évidemment, inutile de te dire que cette histoire-là n'a pas convaincu les amateurs de mystère, qui se sont rapidement prononcés en disant il s'agit d'une espèce de leurre où la US Navy essaie de dissimuler une réalité. Comment pourrait-on imaginer qu'il y avait sous la mer une colline qui apparaissait pas sur les cartes et on envoyait un sous-marin se balader de ce côté-là? Il faut savoir qu'on se trouve en mer méridionale. Ce sont des eaux qui sont excessivement contestées. D'un côté, ce sont des eaux qui officiellement appartiennent à Taïwan, mais elles sont disputées par la Chine qui réclame son droit sur ces eaux. Donc évidemment, il y a une espèce de bras de fer qui se fait entre la Chine et les États-Unis qui patrouillent dans ces eaux. Donc la Chine dit ils sont en territoire illégal, alors que les Américains font remarquer que ces eaux sont officiellement reconnues comme étant de la propriété de Taïwan. Mais bon, il y a un bras de fer quand même qui se dessine. La Chine, avec cet incident du USS Connecticut, a élevé le ton, sans se prononcer sur la nature de l'objet, objet non identifié ou colline sous-marine. La Chine a haussé le ton par rapport aux Américains en disant qu'elle était préoccupée par le fait que c'était un sous-marin à propulsion nucléaire qui était entré en collision avec quelque chose. Et bien sûr, un porte-parole des affaires étrangères en Chine a émis la préoccupation gouvernementale en disant si c'est un sous-marin à propulsion nucléaire, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas eu une fuite d'un combustible nucléaire qui est tombé, qui se serait éparpillé, répandu dans la mer et qui pourrait éventuellement contaminer les côtes de la Chine. Évidemment, de leur côté, la US Navy dit que ce n'est pas du tout le cas. Il y avait des avaries mineures, mais il n'y a eu aucun déversement d'un combustible nucléaire. Mais tout ça nous montre que la tension est grande entre la Chine et les États-Unis. Et faut savoir que le président Biden qui s'est prononcé sur cette question-là en disant c'est vrai que ces eaux sont patrouillées par des sous-marins américains, c'est vrai qu'il y a une présence militaire américaine dans cette région. On craint une escalade militaire entre Taïwan et la Chine et le président Biden s'est fait très clair à ce sujet-là. Objet non identifié ou colline sous-marine n'a pas d'importance
d'importance, mais si éventuellement il y avait affrontement entre la Chine et Taïwan, les États-Unis, au dire du président Biden, prendraient vite position du côté de de Taïwan et défendraient donc la légitimité de leur territoire contre les Chinois. Donc, cette histoire d'objets sous-marins, peu importe ce qu'en disent les amateurs de mystère, nous révèle quand même une situation excessivement préoccupante à propos de ce bras de fer qui se joue entre les Américains et la Chine. Et qui est peut-être aujourd'hui la Chine, qui est peut-être la force militaire dominante après les Américains, et qui nous rappelle un peu cette guerre froide qui existait dans les années 60 entre l'ancienne Union soviétique et les Américains. Maintenant, ça semble davantage être la Chine et les Américains qui se disputent un peu cette position de superpuissance. Est-ce que j'ai bien lu dans les actualités de la semaine le retour de JFK Jr.? Ça, c'est une histoire qui est tout à fait incroyable. Écoute, mardi dernier, 2 novembre, des centaines de partisans, d'adeptes de la mouvance QAnon se sont réunis sur Dealey Plaza à Dallas. Je te rappelle que Dealey Plaza, c'est l'endroit où a été abattu, où se trouvait la limousine présidentielle du président Kennedy, là, le 22 novembre 63. Donc, c'est une espèce de carrefour où 2 ou 3 routes se croisent, qui s'appelle Dealey Plaza, et c'est là que se trouvait la limousine présidentielle lorsque le président était abattu. Donc, mardi dernier, on a des centaines de partisans de la mouvance QAnon qui se sont réunis à cet endroit-là, et crois-le ou non, ils étaient là pour accueillir nul autre que de JFK Jr., qu'on appelait amicalement John, et donc on attendait son retour. Il devait arriver en limousine, ou on ne sait pas trop de quelle façon, il débarquerait d'une soucoupe volante, je ne sais pas, mais on s'attendait au retour de JFK Jr. Il faut quand même préciser, Yannick, que JFK Jr. est quand même décédé le 16 juillet 1999, alors qu'il pilotait son avion personnel, qui était un Piper Saratoga, entre le New Jersey et l'île de Martha's Vineyard, où la famille Kennedy ont des propriétés. Et le jeune John Kennedy, John Kennedy Jr., il faut le dire, était un pilote inexpérimenté. Il avait reçu son accréditation pour pouvoir voler, ou de voler à vue, donc il n'était pas autorisé à voler de nuit ou encore uniquement aux instruments. Et ce jour-là, donc le 16 juillet 1999... qui est le cours de pilotage de base, là. Oui, c'est ça. Et Kennedy devait voler, en fait, selon son plan de vol qu'il avait remis aux autorités. Il devait quitter, aux autorités de l'aéroport, il devait quitter en après-midi et se rendre à Martha's Vineyard. Donc, son vol se passait selon son accréditation, donc en plein jour. Mais, fidèle à son habitude, John Kennedy Jr. est arrivé en retard. Donc, son vol a débuté plus tardivement dans la journée. Il était à ce moment-là accompagné de sa femme, Caroline Bessette, et de sa belle-sœur, Lauren Bessette. Donc, ils ont monté dans l'appareil. Et quelque part, au-dessus de l'océan Atlantique, quelque chose comme cloché. On était durant la nuit, et durant la nuit, les pilotes peuvent être désorientés. C'est un phénomène qui est très connu, qu'on appelle la désorientation spatiale, et le pilote n'arrive plus à savoir ce qui est en haut, ce qui est en bas, et éventuellement, le Piper de John Kennedy Jr. s'est abîmé en mer. Il y a eu une investigation qui a été menée par le NTSB, le National Transportation Safety Board, et le NTSB a conclu que l'accident de l'avion de John Kennedy Jr. était essentiellement dû à une erreur de pilotage. Et bien sûr, les 3 passagers ont perdu la vie. John Kennedy Jr., son épouse et la belle-sœur de John Kennedy Jr. sont décédés dans cet accident. Mais tu comprendras que pour des raisons de respect pour la famille Kennedy, on a publié des photographies des débris de l'appareil au fond de la mer lorsque l'appareil, la carcasse de l'appareil a été retrouvée, mais on n'a pas vu aucune photo des corps, et selon le rapport du NTSB, les 3 corps ont été retrouvés à l'intérieur de l'appareil. Mais par respect pour la famille, on n'a pas publié de photographie de ça. Et pour les amateurs de mystère, ou encore pour les gens de la mouvance QAnon, et principalement pour les gens de la mouvance QAnon,
Puis entendons-nous, là, c'est pas tous les gens de la mouvance QAnon, mais un noyau, disons, de plus convaincus, ben eux sont persuadés que John Kennedy Jr. n'est pas mort dans cet accident d'avion, que c'est un leurre, qu'il vit depuis 1999 quelque part sous un anonymat complet, et donc on s'attendait à son retour, et là il devait donc débarquer à Dealey Plaza. Et en débarquant à Dealey Plaza, il devait non seulement confirmer que les dernières élections présidentielles ont été volées par Joe Biden, comme le soutient Donald Trump depuis sa défaite électorale, et le John Kennedy Jr. devait annoncer pour 2024 le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, à la présidence, et lui, John Kennedy Jr., devait annoncer également qu'il allait être le colistier de Donald Trump pour ces élections de 2024. Donc, tu comprends que c'était cette rumeur qui circulait au sein de la mouvance QAnon, et ces gens-là s'étaient réunis donc sur Dealey Plaza à attendre l'arrivée de John Kennedy Jr. Dealey Plaza, qui, comme je l'ai mentionné, était l'endroit où Kennedy a été assassiné, mais le retour de John Kennedy Jr. devait se faire à 12h29, qui est exactement l'heure à laquelle le président Kennedy a été abattu en 1963. Inutile de dire que JFK Jr. n'est pas réapparu. Ben non. Je le sais, c'est dur à croire. Puis en fin d'après-midi, il y a une autre rumeur qui a commencé à circuler parmi les adeptes de QAnon, c'est que si JFK avait manqué son rendez-vous à 12h29, il allait quand même réapparaître en soirée au concert des Rolling Stones qui était donné à Dallas, et que c'est Mick Jagger lui-même qui allait introduire JFK sur la scène. Coucou! Oui, je suis de retour. Et évidemment, rien de tout ça ne s'est fait. Et tu peux te poser la question, mais comment est-ce qu'on peut arriver, comment cette rumeur-là a pu circuler? Ben, en fait, cette rumeur-là a été encouragée par un certain Michael Brian Protzman, qui est un patron d'entreprise de démolition, qui est très influent dans la sphère QAnon, et il utilise la numérologie, il prétend être en contact direct avec la famille Kennedy, et c'est lui, bien sûr, qui a alimenté cette idée-là que John Kennedy Jr. allait réapparaître. D'ailleurs, ce Protzman devait croire à ses prédictions, puisqu'il était lui-même au rassemblement de Dallas. Donc, j'imagine qu'il a probablement été très déçu. Donc, je rappelle pour les auditeurs qui étaient peut-être sur une autre planète au cours des 2 dernières années ou 3 dernières années. Qu'est-ce que c'est cette mouvance QAnon? En fait, c'est une espèce de mouvement complotiste qui s'est développé à partir de 2017 aux États-Unis, à partir de publications qui ont été faites de manière anonyme par un certain Q, simplement la lettre Q, et ce Q se dit encore aujourd'hui, parce qu'il continue de publier des communiqués, il se dit un haut fonctionnaire du gouvernement. Il faut savoir qu'on ignore l'identité de ce Q, même s'il y a beaucoup de rumeurs. Certaines de ces rumeurs faisaient même que c'était le président Trump lui-même qui faisait sa propre publicité à travers les publications de QAnon, mais bon, dans les faits, on ignore qui est ce Q, mais le dogme premier de QAnon, encore une fois, je le dis bien, c'est un mouvement complotiste. Tous ne sont pas aussi convaincus que ceux qui étaient sur Dealey Plaza en début de semaine, mais néanmoins, le dogme premier de QAnon, c'est de dire que le pouvoir américain est noyauté de l'intérieur par une organisation souterraine qui est composée de pédophiles satanistes. Et on voit là-dedans, ces gens-là voient dans le président Trump l'espèce de roi des rois, le grand sauveur qui va donner un grand coup de balai et nettoyer le pouvoir politique de toutes ces influences souterraines et négatives que représentent ces pédosatanistes. On avait eu le Pizzagate, tout ça avait commencé aux alentours de 2016-2017, d'abord avec l'histoire du Pizzagate, donc où on avait essayé de salir la réputation des Clinton en disant qu'ils étaient dans cheville avec des pédosatanistes, puis ils utilisaient une pizzeria de Washington pour pouvoir faire le trafic d'enfants, et qui éventuellement
éventuellement amené un élément malheureux, parce que quelqu'un est débarqué dans la pizzeria, convaincu de la vérité de ces histoires-là. Il était armé jusqu'aux dents. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de meurtre. Mais ça aurait pu arriver. Quelqu'un, on le sait, il y a des gens aux États-Unis, là, des fusillades, on en voit régulièrement, des gens un peu plus zélés qui débarquent et puis on se met à tirer dans le tas parce que on est certain de nos convictions. Dans le cas du Pizzagate, cet individu-là est débarqué au restaurant et tu peux t'imaginer la surprise du propriétaire et des employés de voir un individu armé débarquer au restaurant en disant « Je veux voir la chambre secrète, je veux voir où se réunissent les satanistes pédophiles ». Et puis, il a découvert simplement une chambre froide où on entreposait le mozzarella puis le pepperoni. C'est tout ce qu'il a découvert là. Donc, ça a été un peu... Mais tout ça a commencé d'abord de cette manière-là. Et cette idée des pédophiles satanistes s'est gonflée et a été reprise dans cette mouvance-là, QAnon. Mais ces gens-là, Christian, ils font 2-3 000 affirmations et dans ces 2-3 000 affirmations-là, il y en a peut-être une cinquantaine qui s'avèrent véridiques après quelques semaines, quelques mois. Et là, ils arrivent sur Internet en disant « On vous l'avait dit, on vous l'avait dit ». Et j'aime bien rappeler à ces gens-là, parce que moi, tu comprendras qu'ils m'écrivent là, avec le style d'émission qu'on fait le vendredi soir. J'aime bien rappeler à ces gens-là qu'une horloge brisée donne l'heure juste 2 fois par jour. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Ce qui est inquiétant avec la mouvance QAnon, puis encore une fois, je précise bien, il y a des gens dans la mouvance QAnon, il y a des modérés qui, eux, ne croient pas tout ce qui se véhicule, mais ils sont des partisans de Trump. Ils ont des tendances complotistes, mais ce ne sont pas des complotistes convaincus. Et tu as un noyau dur où là, on croit à peu près n'importe quoi. Ce qui est inquiétant dans cette histoire de mouvement QAnon, et à de nombreuses reprises, des sociologues en ont parlé, c'est qu'au départ, lorsque le mouvement est apparu en 2017, la plupart des sociologues se sont dit « c'est une affaire tout à fait marginale. Il y a un individu anonyme qui se fait appeler Q, qui parle de pédosatanisme. Personne ne va croire ça. Et les quelques rares personnes qui pourraient croire ça vont demeurer tout à fait marginaux. » Et ce que l'on voit avec les années qui s'écoulent, c'est que cette mouvance QAnon est de plus en plus importante quand on regarde des réunions que faisaient des espèces de congrès où était présent le président Trump à l'époque où il était à la Maison-Blanche. On voyait dans la foule des gens scander des slogans de QAnon, portant des chandails QAnon ou brandissant des pancartes QAnon. Et ce mouvement-là qui a débuté de manière excessivement anecdotique est devenu soudainement un mouvement relativement important. Pas encore, il reste encore marginal, mais les sociologues reconnaissent que le mouvement prend de l'ampleur et ça devient excessivement inquiétant parce que le discours est en dehors de la réalité. Ils imaginent un monde parallèle où il y a des pédosatanistes, où on vole des élections, même s'il n'y a aucune preuve de ça. On s'imagine ce monde-là, on en fait une espèce de réalité, on y adhère, et malheureusement, quand on en est rendu à ce point-là, puis on le voit dans toutes sortes de discours complotistes, ça peut entraîner des conséquences excessivement négatives. Et bien sûr, il y a de quoi s'inquiéter avec la mouvance QAnon. Le temps file, Christian, il nous resterait peut-être 2 sujets. Je les garderai à la fin s'il nous reste du temps, ou sinon, on en parlera la semaine prochaine. Après la pause, on vous parle du fameux presbytère de Borley. De Borley, absolument. C'est beau. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 19h précisément, on est vendredi 5 novembre et on vous parle du presbytère de Borley. Oui, donc, comme je l'ai mentionné en début d'émission... Qu'est-ce qui se passe chez toi? C'est moi qui ai déclenché ça. Bon, écoute, attends une seconde, j'ai essayé de trouver ça, là. OK, voilà. Désolé, j'ai cliqué sur un truc, à l'écran. Voilà. Le presbytère de Borley, c'est un incontournable. Comme je le mentionnais, on ne peut pas lire d'ouvrages généralistes sur les histoires de hantises et de fantômes sans qu'on nous consacre un chapitre, sinon quelques passages, à ce presbytère de Borley, qualifié à une époque de la maison la plus hantée d'Angleterre et qui est devenu un peu une référence, même si le sujet demeure très controversé. Donc, j'ai préparé une espèce de petite capsule qui dure une quinzaine de minutes, comme à l'accoutumée, qui résume la légende, l'histoire du presbytère de Borley, et ensuite, si tu le veux bien, on va décanter ensemble les éléments pour et contre sur cette histoire qui n'est pas sans rappeler par l'intérêt du public la célèbre histoire d'Amityville. Donc, sans plus tarder, voici les hantises du presbytère de Borley.
En 1863, le révérend Henry Dawson Ellis Bull, éminence religieuse de Borley dans l'Essex, en Angleterre, entreprend de faire construire un nouveau presbytère. Déjà à cette époque, la légende locale veut que le fantôme d'une nonne, assassinée jadis en ces lieux, hante les terres de l'église. Un sentier menant à ces jardins est d'ailleurs connu sous l'appellation du Sentier de la Nonne. Une carriole tirée par des chevaux noirs et conduite par un mystérieux cocher fantôme y a également été observée. Baliverne que tout cela, rétorque le révérend Bull. Mais l'ecclésiastique et sa famille ne tardent pas à faire connaissance avec les mystérieuses présences de Borley. Des bruits de pas aux étages, l'édifice compte 23 pièces, des sons de clochettes et des échos de voix venus de nulle part viennent rapidement confirmer les rumeurs locales. Puis, un soir, l'un des 14 enfants du révérend est giflé au visage par une main invisible. Un autre affirme avoir vu un homme habillé à l'ancienne qui se tenait debout près de son lit. Un homme sans tête et une femme vêtue de blanc sont aussi aperçus. L'ecclésiastique meurt en 1892, laissant la paroisse à son fils, également homme d'église, le révérend Henry Harry Bull. Ce dernier s'installe au presbytère jusqu'à son décès en 1927, un bail de 35 ans, marqué d'apparitions d'outre-tombe. Un matin, le révérend voit un homme décapité surgir d'entre les buissons. À un autre moment, il observe le fameux carrosse fantôme de la légende. Durant la période 1916-1920, Harry Bull engage un couple de jardiniers, M. Edward Cooper et sa femme. Les Cooper, qui logent dans une dépendance attenante aux écuries du presbytère, connue sous le nom de Borley Cottage, sont eux aussi témoins d'événements extraordinaires. Une fois, ils entendent des bruits de pas comme ceux d'un grand chien invisible. Une autre nuit, par la fenêtre de la chambre à coucher, M. Cooper voit la calèche fantôme. Le carrosse, tiré par un cheval noir, entre dans la cour puis s'évanouit au bout de l'allée. Le couple observe également le spectre de la nonne qui, en plein jour, déambule le long du sentier qui porte son nom. Les troisièmes locataires du presbytère sont le révérend Eric Guy Smith, son épouse Mabel et une jeune servante, Mary Pearson. Au moment d'arriver à Borley, en octobre 1928, l'ecclésiastique ignore tout des prétendus fantômes du presbytère. En fait, ayant accepté ces nouvelles affectations avant même d'avoir vu le presbytère, le révérend est davantage horrifié par l'état de délabrement des lieux que par les soi-disant fantômes. Le presbytère, qui est vacant depuis plus d'1 an, est aux limites de l'insalubrité. Les murs sont lézardés, parfois même défoncés, et la plupart des carreaux sont manquants ou brisés. Malgré l'état peu accueillant des lieux, le révérend s'y installe pour bientôt être lui-même témoin d'étranges manifestations. Une nuit, alors qu'il marche à l'étage, il entend une voix murmurer « Non, Carlos, non !» Puis c'est au tour de Madame Smith de faire connaissance avec les mystérieuses présences de l'endroit. Quelques jours après avoir emménagé, elle voit un inconnu qui, appuyé sur l'une des barrières du porche, disparaît à son approche. À une autre occasion, s'affairant à l'extérieur, elle remarque qu'une des fenêtres du second étage est éclairée. Mais lorsqu'elle pénètre dans la pièce, elle trouve celle-ci dans l'obscurité la plus complète. Exaspéré par ces manifestations, le révérend Smith communique avec l'éditeur du Daily Mirror, un quotidien londonien, pour savoir si ce dernier ne connaît pas un spécialiste en maisons hantées. L'éditeur, flairant la bonne histoire, dépêche à Borley le journaliste V.C. Wall et informe Harry Price, le plus célèbre chasseur de fantômes d'Angleterre. Fondateur du Laboratoire national de recherche parapsychologique de Londres en 1926,
Price s'est rendu célèbre pour avoir enquêté sur quelques affaires de médiums et de fantômes. À l'invitation du révérend Smith et à la demande du Daily Mirror, il se rend donc à Borlée pour une enquête de 3 jours. Durant cette investigation, il est lui-même témoin de bruits inexplicables et de l'apparition de la nonne. Price tient aussi, en présence d'un médium, une séance de spiritisme durant laquelle ce dernier contacte l'esprit du défunt révérend Bull. Mais les efforts de l'enquêteur ne parviennent pas à assainir les lieux. En désespoir de cause, et peut-être aussi à cause du délabrement des lieux, le révérend Smith et son épouse quittent le presbytère à l'été de 1929. Le couple s'installe dans le village voisin de Long Medford, où le révérend continue d'assumer son ministère. En avril 1930, les Smith quittent définitivement la région pour s'installer à Sheringham, dans le comté de Norfolk. Le révérend Smith meurt en août 1940. En octobre 1930, le révérend Lionel Algernon Foister, un cousin des Bull, et sa femme, Marianne, emménagent à leur tour dans l'affreuse bâtisse. Durant les 5 années qui suivent, les manifestations atteignent une fréquence et une intensité inégalées. Curieusement, c'est au tour de Marianne Foister, une jeune femme trouble, que celle-ci se concentre. Elle est frappée par des mains invisibles, jetée à bas du lit au milieu de la nuit et, à une occasion, presque étouffée par son propre matelas. Des graffitis, comme autant d'appels à l'aide, apparaissent sur les murs. Lumière, messe, prêtre, Marianne restez ou Marianne aidez-nous, soulève la stupeur des locataires. Le révérend Foister rapporte minutieusement chacune de ses observations et invite de nombreux chercheurs, dont Harry Price, à constater par eux-mêmes ces étranges manifestations. Rapidement, la hantise du presbytère devient notoire. Price écrira plus tard avoir suspecté Mme Foister d'être responsable, du moins en partie, des plus spectaculaires manifestations. Il est vrai que cette dernière détestait vivre au presbytère et aurait fait n'importe quoi pour décider son mari à quitter les lieux. En 1934, les manifestations diminuent et disparaissent presque complètement. Le couple quitte le presbytère l'année suivante. Le révérend Foister succombe à une crise cardiaque 10 ans plus tard et son épouse émigre peu après en Amérique. Après le départ des Foister, en 1935, le presbytère se retrouve vacant, le nouveau révérend de Borlée ayant décidé d'habiter ailleurs. Pour Harry Price, c'est enfin l'occasion qu'il attendait depuis longtemps, vivre en permanence dans une maison hantée. En 1937, il loue donc le presbytère pour 1 année et y emménage avec une équipe d'enquêteurs volontaires. Le presbytère de Borlée devient ainsi le sujet des plus intenses recherches parapsychiques de toute l'histoire des maisons hantées. L'année suivante, un certain William Hart Gregson, un retraité de la milice britannique, rachète l'édifice et le rebaptise Prieuré de Borlée. Mais, pour les superstitieux, la malédiction y règne toujours. Le 27 février 1939, alors qu'il s'affaire à ranger des livres, le capitaine Gregson voit une lampe à l'huile se renverser toute seule. En quelques minutes, le presbytère se transforme en brasier. Des curieux, accourus sur les lieux, rapportent avoir vu une jeune femme qui se tenait derrière une fenêtre du 2e étage. D'autres témoins confient à un policier avoir vu une nonne vêtue de gris s'éloigner rapidement de l'édifice en flammes. En 1940, Harry Price publie le résultat de ses nombreuses recherches sous le titre « The Most Haunted House in England », la maison la plus hantée d'Angleterre. Le livre est accueilli comme un ajout sérieux et important à ce genre de littérature. Mais Price doit bientôt faire face à ses détracteurs qui l'accusent d'avoir falsifié plusieurs des prétendues manifestations de Borlée. C'est dans cette controverse
que le chasseur de fantômes s'éteint en 1948. Après l'incendie de 1939, les lieux changent de propriétaire 2 ou 3 fois. Le capitaine Gregson, qui vivait au presbytère lors du sinistre, vend les ruines puis s'installe à Malden dans le Suffolk. En 1947, un certain James Turner et son épouse Catherine se portent acquéreurs des lieux. Il ne subsiste alors qu'un petit cottage attenant aux anciennes écuries. Ils y vivent pendant 3 ans. Les expériences étranges dont ils sont témoins à Borley Cottage font l'objet en 1950 d'une publication, My Life with Borley Rectory, ma vie au presbytère de Borley. C'est durant l'occupation des Turner que Peter Underwood et l'un de ses collègues du Ghost Club, Thomas Brown, se rendent à Borley. Underwood, le plus célèbre chasseur de fantômes depuis Harry Price, y observe lui aussi de bien drôles de choses, dont l'apparition d'un chat fantôme. Dans les années 1960-1970, Jeffrey Crooms Hollingsworth, à la tête d'un petit groupe de chercheurs en parapsychologie de Harlow, dans l'Essex, organise plusieurs veilles avec un attirail technique sophistiqué dans l'église de Borley, située à quelques centaines de mètres de l'endroit où se dressait jadis le presbytère. Il y enregistre des voix et des bruits dans la nef déserte. Crooms Hollingsworth et un collègue observent même, pendant au moins 12 minutes, le spectre de la célèbre nonne. C'est ensuite Ronald R. Russell, membre du Hanfield Parapsychological Research Group, qui prend la relève. Lui aussi, comme ses prédécesseurs, est témoin d'apparitions fantomatiques. Au début des années 1980, un autre groupe de parapsychologues, dirigé par un certain Paul Camp, observe à 2 reprises le fantôme d'un prêtre déambulant dans l'église. Selon Camp, il pourrait s'agir du spectre de John Deeks, un envahisseur de l'époque de la guerre civile anglaise, entre 1642 et 1660. En 1985, alors qu'il collige du matériel pour son livre The Haunted Realm, Royaume hanté, un ouvrage consacré aux lieux hantés de Grande-Bretagne, le photographe Simon Marsden se rend à Borley pour y photographier son église médiévale. Au développement, Marsden découvre sur un cliché une forme rappelant celle d'un visage entouré d'un capuchon. Le photographe, qui fait lui-même ses développements et ses impressions, avoue encore être incapable d'expliquer cette anomalie. Aujourd'hui, diverses associations touristiques de l'Essex proposent des tours guidés de lieux hantés de la région, dont, bien sûr, l'église de Borley. Même si les touristes ne peuvent plus visiter l'église, fermée au public, ils peuvent néanmoins déambuler dans le cimetière, et sur cette terre qui, jadis, était celle de la soi-disant maison la plus hantée d'Angleterre. 19h16, alors voilà, c'était l'histoire du presbytère de Borley. Et si j'ai bien compris, Yannick, j'écoutais la capsule, toi aussi, tu t'es emmêlé un petit peu dans tes boutons. boutons. Pas du tout, je sais pas ce qui s'est passé, c'est l'ordinateur qui s'est emballé. J'espère que ça ne sera pas un problème pour les autres qui arriveront par la suite, mais je sais pas, c'est peut-être ton histoire qui fait peur à l'ordinateur ou l'ordinateur qui est rendu hanté, qui sait? Oui, peut-être, mais bon, bref... On a entendu l'histoire du presbytère de Borley. C'est une histoire, faut bien l'avouer, une histoire de fantômes ou superlatif, hein, le nombre d'apparitions qui sont rapportées dans ces lieux, la variété également des apparitions, la nonne, le cocher fantôme, l'homme sans tête. Bon, c'est un microcosme de fantômes qui touche le presbytère de Borley. Quand on regarde l'histoire, si on essaie de prendre un peu de recul, parce que comme je l'ai mentionné en début d'émission, c'est une histoire qui a ses adeptes et qui a ses détracteurs. Un peu comme la célèbre histoire d'Amityville. T'as des gens qui disent tout ça est une pure invention, ça s'est jamais produit, et bien sûr, t'as de l'autre côté ceux qui croient toutes les manifestations qui ont été rapportées au presbytère de Borley. Il faut savoir que
si on essaie de décanter cette histoire-là, Yannick, il faut la placer en 3 épisodes. Hein. On a un premier épisode qui va de 1863 à 1929. Donc, c'est la période qu'on va appeler la période des Boulle. Hein. Le père Boulle et le fils Boulle qui vont occuper le presbytère. Le père Boulle, d'ailleurs, qui fait construire le presbytère. Ensuite, on a la deuxième période excessivement active entre 1929 et 1948, qu'on pourrait appeler la période Harry Price, où il va se rendre une première fois à la demande du révérend Guy Smith, et ensuite il va y retourner durant l'occupation des Foysters, et ensuite il va occuper lui-même le presbytère pour l'avoir loué. Donc on a une période entre 1929 et 1948. Il faut se rappeler que le presbytère lui-même, le bâtiment principal, a été détruit dans un incendie en 1939 et que, à partir de 1939, les autres hantises qui ont été rapportées au presbytère concernaient des dépendances et une dépendance en particulier qui s'appelle le Borley Cottage, qui était située près des écuries et qui était autrefois une maison qui servait pour les jardiniers ou pour le personnel qui travaillait avec les ecclésiastiques qui occupaient le presbytère. Et ensuite, on a la période de 1948 à aujourd'hui, donc une période où, bien sûr, le presbytère n'existe plus, mais on continue de prétendre que les terres du presbytère sont hantées, que l'église du presbytère, l'église qui se trouve sur les mêmes terres qui était le presbytère. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que pour y être allé en 2004, 2003, 2004, comme je l'ai mentionné, l'église est comme située au bout du cimetière. Donc, si les gens voulaient aller à l'église, il fallait absolument qu'ils traversent le cimetière. Donc, c'est assez curieux comme architecture, mais en fait, donc, de 1948 à aujourd'hui. Donc, on a ces 3 grandes périodes. La période, d'ailleurs, 1948 à aujourd'hui, c'est celle qui va voir apparaître des groupes de chasseurs de fantômes qui vont se rendre à Borlée, un peu dans l'image que l'on a des actuels chasseurs de fantômes. Donc, avec leurs équipements, leurs appareils, leurs gosses patentes et toute leur attirail, leur quincaillerie, dans l'espoir de documenter les manifestations de Borlée. Commençons d'abord, si tu le veux bien, par la première période, la période des Boules, donc de 1863 à 1929. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces observations? Donc, c'est le père Boulle qui fait construire le presbytère. À ce moment-là, on dit que les terres du presbytère sont déjà hantées par le fantôme de la nonne. Mais il faut bien savoir, Yannick, que toutes ces histoires-là, ce sont des histoires, quand on regarde dans l'historicité des événements, ce sont des histoires qui sont à peu près inexistantes avant l'arrivée des Boules. Donc, il fait construire le presbytère, ils vont s'amuser. Les Boules étaient des gens excentriques, qui aimait bien raconter des blagues. Il faisait ce qu'on appelait l'église du dimanche, donc on étudie la Bible le dimanche, à Lezoy qui assistait à cette église du dimanche, pas cette église, mais cette école du dimanche. Le père Boulle, le père et le fils Boulle se plaisaient à raconter des histoires de fantômes. Lorsqu'il faisait ses homélies à l'église, il entrecoupait parfois son discours de quelques bonnes histoires de fantômes. Donc, c'était des gens qui étaient, autant le père que le fils qui l'a remplacé à la tête de l'église de la paroisse de Borlée. C'était des gens qui étaient des excentriques, qui aimaient raconter des histoires. Ils les racontaient sur un ton mi-figue, mi-raisin, à un point tel qu'on ne sait pas si c'était vrai ou c'était purement inventé. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas d'historicité avant l'occupation des Boules. Il n'y a pas d'historicité qui dise que l'église de Borlée, qui quand même a été construite à l'époque médiévale, ou que les terres autour de l'église aient été hantées de quelque façon que ce soit. C'est vraiment des histoires qui vont naître durant l'occupation des Boules, et ce sont des histoires qui n'ont pas de fondement écrit ou d'éléments historiques pour les associer. Ce sont des rumeurs, des oui-dire. Plus tardivement, des enquêteurs vont retrouver des enfants des Boules qui étaient déjà âgés à ce moment-là, qui se rappellent vaguement des histoires de fantômes associées au presbytère, mais rien que l'on puisse documenter de manière très rigoureuse. Donc, ces histoires de fantômes, pour la première période dite d'occupation des Boules, c'est des événements qui sont excessivement anecdotiques et qui pourraient avoir été en partie inventés par les révérends, je l'utilise au pluriel, les révérends Boulle, père et fils. Donc, il faut mettre ça faut prendre ces histoires-là avec énormément de recul. Arrive la deuxième période excessivement active,
qui coïncide à la période où le presbytère était occupé par le révérend Smith, ensuite remplacé par les Foster, et bien sûr, période où le Harry Price, le plus célèbre chasseur de fantômes d'Angleterre, va se rendre à quelques reprises pour enquêter sur ces manifestations. Bon, il faut savoir, Yannick, que dès 1956, donc peu de temps après toutes ces histoires-là, peu de temps après la publication du livre de Harry Price, qui était intitulé The Most Haunted House in England, la maison la plus hantée d'Angleterre, la Society for Psychical Research, parce que Price avait fondé son propre laboratoire de recherche psychique, qui était un peu en concurrence avec la très célèbre et très huppée Society for Psychical Research. Il y avait une espèce de concurrence, et donc en 1956, la société a demandé une contre-enquête. À ce moment-là, Harry Price est décédé, mais on va demander une contre-enquête sur toutes les histoires qu'a racontées Harry Price, parce qu'il est la courroie de transmission. C'est surtout lui qui va raconter ces histoires-là dans ses ouvrages. Il va publier 3-4 ouvrages sur les fantômes, et dans chacun de ces ouvrages, il y en a un qui est entièrement consacré, 2 en fait qui sont entièrement consacrés au presbytère de Borley, The Most Haunted House in England, et ensuite The End of Borley, la fin de Borley. Donc 2 ouvrages entièrement consacrés aux hantises du presbytère. Et il va écrire d'autres ouvrages, 2 ou 3 autres ouvrages sur les fantômes, dans lesquels il va consacrer des passages importants aux hantises du presbytère de Borley. Harry Price, c'est la courroie d'information, c'est la courroie de transmission de ces informations-là. Et donc, en 1956, la Society for Psychical Research, sur un ton un peu sceptique, se dit, est-ce que Harry Price a raconté des événements qui étaient réels, ou est-ce que c'est de la fiction? Est-ce qu'on peut vérifier ça? Et la société va demander à 3 de ses enquêteurs, un type qui s'appelle Eric Dingle, Kathleen Goldney et Trevor Hall, donc 3 enquêteurs, de faire une vérification de ces informations-là. Là, on tombe dans la controverse. D'abord, ces gens-là vont se rendre à l'Université de Londres, où se trouve la Harry Price Library, parce qu'il faut savoir qu'à son décès, Harry Price a donné toute sa collection, tous les archives de son laboratoire de recherche psychique ont été données à l'Université de Londres, et elles sont conservées dans ce qu'on appelle la Harry Price Library. Donc, ces 3 enquêteurs-là, et je te rappelle, on est en 1956, ces enquêteurs se présentent à l'Université de Londres, vont consulter les archives léguées par Harry Price, et là, ils vont comparer ses propres notes personnelles versus les versions qu'il a publiées de ces histoires-là. Et on constate qu'il y a un fossé entre les deux. Un simple bruit de pas dans l'escalier, dans une note d'Harry Price, devient soudainement l'apparition d'un fantôme qui monte et descend l'escalier. Donc, tu vois, il y a un monde entre les versions publiées versus les notes de Harry Price. Mais il y a quand même un élément qui est douteux là-dedans, c'est qu'on constate que les 3 enquêteurs qui avaient en grippe Harry Price, je te le rappelle, la Society for Psychical Research était un peu concurrente du laboratoire de recherche psychique d'Harry Price. Donc, ces gens-là ont favorisé en fait tous les récits, tous les témoignages, tous les éléments qui étaient défavorables à Price pour le faire passer pour une espèce d'hurluberlu qui racontait des histoires tout à fait fictives. À un point tel, crois-le ou non, qu'en 1965, la Society for Psychical Research, qui était critiquée pour avoir fait cette contre-enquête sur le presbytère de Borley et qui avait favorisé des éléments qui étaient défavorables à Harry Price, va demander une nouvelle contre-enquête, une contre-enquête sur la contre-enquête qu'ils ont eux-mêmes commandée en 1956. Et là, cette contre-enquête sera réalisée par un enquêteur plutôt neutre, qui s'appelle Robert Hastings, et qui va démontrer effectivement que l'enquête de 1956, les auteurs avaient cherché à trouver des éléments qui étaient défavorables à Price pour nuire à sa réputation. Et dans cette deuxième contre-enquête, la contre-enquête de la contre-enquête, si je puis dire, Robert Hastings est beaucoup plus favorable au récit de Price. En fait, quand il compare des notes, c'est vrai que certains récits semblent avoir été embellis, certains récits ont été clairement exagérés, mais sur le fond, les manifestations de Borley étaient tout à fait authentiques. D'ailleurs, c'est Robert Hastings qui fait remarquer dans sa contre-enquête que les manifestations n'ont pas commencé avec l'arrivée d'Harry Price. Il faut se rappeler, et je l'ai mentionné dans la capsule,
que la première fois où Harry Price se rend au presbytère de Borley, il le fait pas de son propre chef. Hein, il s'est pas levé un matin en disant « je vais aller enquêter sur ce presbytère-là » comme ça, en tombant des nues. Mais il a été demandé à se rendre sur place par le Daily Mirror parce que le révérend de l'époque, Eric Guy Smith, avait contacté le journal pour dire « le presbytère est hanté, il y a des manifestations, est-ce que vous connaissez un chasseur de fantômes? » Donc déjà, le récit de Smith, publié dans le journal, parle bien des hantises du presbytère, et ça, c'était bien avant l'arrivée de Harry Price. Donc, il faut faire excès, il faut être c'est sûr qu'une partie des récits ont probablement été embellis sous la plume d'Harry Price. C'était un homme qui ne cachait pas son intérêt pour les médias. Il aimait se retrouver sous le feu de la rampe. C'est un individu qui avait un énorme ego, donc il est embelli des histoires. C'est tout à fait vraisemblable. Il y a un élément qu'on doit quand même mentionner. Durant ces manifestations, il y a une période où le presbytère est occupé par Lionel Foister et sa femme, Marianne, qui est de 20 ans sa cadette. Et Marianne Foister, en 1958, va révéler à la presse que elle et son mari étaient derrière beaucoup des manifestations qui ont été rapportées. Donc, un coup dans le mur, un objet qui bouge. Elle et son mari se plaisaient à tromper les visiteurs. Et elle dit que son mari, Lionel Foister, à cette époque, était en train d'écrire un roman qui racontait une histoire de fantôme, et que Harry Price aurait simplement plagié certains passages de ce roman de fiction pour l'inclure dans les prétendues hantises de Borley. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu ce roman-là, on ne sait pas s'il a jamais existé, et c'est vrai qu'une enquête menée sur Marianne Foister elle-même, donc celle qui crie au loup et qui dénonce les hantises de Borley, quand on fait une enquête sur cette femme-là, on se voit que c'est une femme d'une moralité un peu douteuse, qui est impliquée dans toutes sortes de malversations, des actions frauduleuses, et on se dit, son témoignage, moi je me rappelle avoir parlé à un enquêteur, Paul Kemp notamment, et dont j'ai parlé dans ma capsule. Et quand je parlais à Kemp, je me rappelle une réflexion qu'il m'avait fait. Il m'avait dit, Marianne Foister, il dit, je sais pas si elle est elle-même capable de faire la distinction entre ce qui est un mensonge et la vérité. Donc, c'est une période trouble. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette période entre 1929 et 1948? C'est que les récits semblent tout à fait s'articuler autour de réelles manifestations, qu'elles soient fondées ou non. Des gens ont cru que le presbytère était hanté. Ces gens-là ont appelé Harry Price, qui, pour des besoins d'éditorial, pour ses livres, pour sa propre renommée, a peut-être exagéré et embelli des histoires, mais il semble qu'à cette époque, il y avait bel et bien des manifestations qui étaient rapportées au presbytère de Borley, et que Harry Price ne fait que transmettre ces informations, bien sûr en y donnant un petit coup de pouce, mais quand même, il y avait des manifestations rapportées par les locataires de l'époque. Et pour la période de 1948 à aujourd'hui, ce qui est intéressant de cette période-là, c'est qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui ne se connaissaient pas entre eux, des gens qui ont occupé soit le Borley Cottage ou des gens qui ont visité l'église de Borley, qui n'étaient pas au courant des soi-disant manifestations qui avaient été rapportées dans la presse, et pourtant ces gens-là ont été témoins de phénomènes qui semblaient concorder à ce qui avait été rapporté des décennies plus tôt à travers les livres de presse ou même durant la période d'occupation par les révérends Bull. Donc, ces éléments-là sont intéressants, même s'ils demeurent anecdotiques. Donc, ça, c'est pour les récits. Maintenant, sur le plan factuel, ce que l'on peut vérifier, puisqu'on ne peut pas vérifier, puisqu'on ne peut pas vérifier ne veut pas dire que ce soit faux en soi, c'est simplement qu'on ne peut pas le vérifier. Donc, il y a des éléments que l'on sait vérifiables, des éléments qu'on sait faux, puis des éléments qui ne sont pas vérifiables. Un des éléments qu'on a pu vérifier, de façon historique, c'est que le presbytère de Borley est associé au fantôme d'une nonne. Hein? Il y a le sentier de la nonne, qui est tout à fait factuel. Hein? Je veux dire, pour avoir visité les lieux, je peux te dire où se trouve le sentier de la nonne. Il est connu dans le village comme étant le sentier de la nonne. Donc, ce sentier de la nonne, où se seraient produites des apparitions qu'il faut bien dire, ont commencé à circuler sous l'occupation des révérends Bull. Donc, même si à l'époque, je suis pas convaincu
convaincu qu'au 19e siècle, l'endroit était connu sous le nom du Sentier de la Nonne. Je pense que c'est quelque chose qui est apparu avec l'occupation des Boules. Mais bref, quand on visite ce Sentier de la Nonne, il est associé à deux histoires. Donc, on raconte qu'il y aurait une nonne au 13e siècle, qui aurait éventuellement fui avec un moine. Ils auraient été rattrapés, jugés par les autorités ecclésiastiques. Le moine aurait été décapité, la nonne emmurée. Et c'est le fantôme, donc, de cette nonne qui arpenterait ce fameux Sentier de la Nonne. Donc, ça, c'est une première version de l'histoire. Une autre version parle et semble plus récente. Elle parle d'une nonne qui s'appelait Mary Lair, qui aurait été assassinée sur les terres du presbytère. En fait, on l'aurait envoyée dans un monastère où elle aurait été assassinée. Et là, on parle d'une histoire qui se serait peut-être produite aux alentours de la fin du 17e, début du 18e siècle. Quand on consulte les archives historiques de Borlée, il n'y a aucune trace de ça. Il n'y a jamais eu de monastère à Borlée, on n'a jamais raconté des histoires de nonnes assassinées. Tous ces éléments-là n'ont absolument aucun lien historique, aucun document historique qui permettrait de confirmer les légendes. On a, pour ce qui est des chasseurs de fantômes plus récents qui ont visité les lieux, j'en ai parlé, donc ces gens-là le presbytère n'existait plus, mais ils ont installé leur quincaillerie dans l'église. Ils prétendent avoir enregistré des sons et des voix, mais c'est un peu la même problématique qu'on a aujourd'hui avec les chasseurs de fantômes, qu'ils soient au Québec ou aux États-Unis, c'est qu'on a beaucoup d'éléments qui sont pas tout à fait convaincants. C'est-à-dire, on écoute les enregistrements et pour avoir écouté ces enregistrements-là de Borlée, on entend des espèces de chuchotements. Et là, évidemment, on peut bien vouloir trouver des mots ou des phrases là-dedans, mais ça me semble être des pareidolies auditives. Je veux dire, tu te concentres, puis à force d'écouter le même passage, tu vas entendre des mots qui vont sembler te faire sens, mais en réalité, c'est notre imagination qui fait ce travail-là. Notre cerveau est conçu comme ça, c'est-à-dire que quand il écoute quelque chose ou il voit quelque chose d'abstrait, il aura tendance à essayer de trouver un sens à ça et de trouver soit dans un stimuli visuel des formes qui lui sont familières ou dans des sons, des bruits de fond, essayer d'entendre des sons qui représentent des mots ou des phrases. Donc, c'est absolument pas convaincant. Et bien sûr, il n'existe pas d'images, de films qui ont été tournés de ces histoires d'apparitions. On nous dit, on a vu le fantôme de la nonne, on aurait bien voulu voir une photographie, mais les quelques photographies qui circulent, dont celle de Marsden, dont j'ai parlé, qui est un photographe professionnel, qui est décédé il y a quelques années, qui s'était rendu sur place, qui avait pris des photographies, et sur l'une de ces photographies, on voyait une espèce de personnage avec un capuchon. En fait, on voyait plutôt une corolle qui ressemblait à un capuchon, qui laissait supposer peut-être la présence du fantôme. Mais encore là, c'est pas très convaincant. On a une autre photographie qui est très souvent associée à Borlée. Et en fait aux Antilles de Borlée, c'est une photo où on voit les ruines du presbytère et on voit une brique sur la photo, on voit littéralement une brique qui flotte en l'air. Oh. Et évidemment, si on veut croire aux histoires de fantômes, quand on nous présente cette photo-là, qui a été prise assez tardivement, qui a été prise dans les années de mémoire, je pense fin des années 40, début des années 50, il y avait, c'était un photographe qui s'appelle David Sherman qui accompagnait Harry Price sur les ruines du château du presbytère de Borlée, et c'est lui qui a pris cette photo où on voit la brique qui flotte en l'air. La problématique de ça, c'est qu'au moment où ce David Sherman est sur place pour prendre des photographies des ruines du presbytère de Borlée, il y a également une équipe de démolisseurs qui est sur place, qui sont en train de nettoyer les ruines. Et bien sûr, quand on déblaye, on prend des objets, on prend des briques, des bouts de bois, puis on les lance de côté pour faire du déblaiement. Et donc, comme on sait que ces ouvriers-là étaient sur place, on se pose la question, et d'ailleurs sur une photo, quand on regarde la photographie plein négatif, on voit l'un de ces travailleurs qui se trouve à tout près de l'endroit où la brique flottante est photographiée. Donc, on peut se poser raisonnablement la question, est-ce que l'ouvrier n'a pas lancé la brique pour déblayer devant lui, et le photographe a pris son cliché au même moment, et on voit cette brique qui est en l'air, mais en fait, c'est pas qu'elle flotte en l'air, c'est qu'elle a simplement été lancée, et que le photographe a pris une photographie, une image, à ce moment-là, qui montre la brique qui flotte dans l'air.
pour avoir visité les lieux, comme je t'ai mentionné de mémoire, c'est fin 2003 ou début 2004, j'ai rencontré des nouveaux locataires, l'endroit, parce que le Borley Cottage a eu plusieurs vocations. Donc, après la destruction du presbytère, il a changé de propriétaire. Même dans les années 70, ça a été un lieu de tournage pour des films pornographiques. Donc, c'est un institut de tournage de films pornographiques. Donc, les fantômes ne semblaient pas avoir été trop effrayés par ça. Et donc, les nouveaux propriétaires, pour leur avoir parlé, ils m'ont raconté, bien sûr, ils étaient au courant de toutes les histoires de hantises qui entouraient le presbytère. Ils avaient entendu des craquements, des bruits de pas ou des trucs semblables. Mais c'est un vieux bâtiment et eux-mêmes reconnaissaient que tout ça était peut-être lié à leur imagination et le fait qu'ils étaient au courant des histoires de fantômes. Et je me rappelle, à un moment donné, au cours de la discussion, c'est un peu comme s'ils avaient l'impression qu'ils en avaient trop dit ou qu'ils allaient passer pour des illuminés. Les locataires, les propriétaires m'ont dit « Ouais, mais vous savez, on a peut-être imaginé tout ça pour essayer un peu de se dédouaner de m'avoir raconté des histoires qu'ils avaient vécues. » Mais bref, quand on regarde l'ensemble de l'histoire du presbytère de Borley, on reste un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il y a visiblement beaucoup d'histoires qui sont ou bien des oui-dire ou des rumeurs, d'autres histoires qui ont visiblement été amplifiées, améliorées, embellies par les gens qui les ont racontées, principalement Harry Price, mais sur le fond, il semble que ces lieux ont été le théâtre de manifestations à un moment donné ou un autre, quelle que soit l'ampleur de ces manifestations, mais des manifestations tout de même que les gens qui vivaient à l'époque à cet endroit ont considéré comme étant des manifestations de l'au-delà, sans pour autant jamais démontrer la preuve de ces affirmations. Donc c'est un peu ce qui nous reste du presbytère de Borley, même si c'est l'histoire de fantômes peut-être la plus célèbre de tous les temps, les hantises du presbytère de Borley. On demande si c'est toujours possible de visiter ce presbytère-là. Non, le presbytère, lui, d'abord détruit par un incendie en 1939. Le Borley Cottage est une propriété privée, donc évidemment, à moins que les propriétaires vous invitent à visiter le Borley Cottage, on n'a pas accès à ça. Et même l'église de Borley n'est plus accessible. Ou si elle l'est redevenue, c'est tout récemment, parce que moi, quand j'y étais en 2004, l'église était fermée, et ça depuis de nombreuses années. C'est une vieille église qui a été construite au 12e ou au 13e siècle, donc à l'époque médiévale, et l'architecture est tout à fait magnifique, mais le désaveu un peu de la religion, tout ça. Puis, faut le dire, Borley, c'est une dizaine de maisons, là. C'est pas une ville, c'est même pas un village, c'est une commune, il y a 10 maisons, une église. Je dis, c'est très, très, très limité, là. Et quand on arrive dans le village de Borley, en fait, il est dominé par la présence de cette église, mais qui n'est plus accessible depuis de très, très nombreuses années. Ou si on l'ouvre pour des occasions très spéciales, peut-être le mariage d'un résident de Borley, on pourrait ouvrir l'église, mais ça reste encore une ouverture exceptionnelle. Donc on ne peut pas visiter l'église, on peut visiter le cimetière où se trouvent les tombes notamment des révérends Bull, père et fils, donc on peut voir les pierres tombales qui ont été malheureusement au fil des ans, elles ont été vandalisées. Des gens de Borley me disaient qu'autrefois, on avait la pierre tombale avec une croix en pierre sur le dessus de la tombe. Les croix en pierre ont disparu depuis de nombreuses années. Donc, il ne reste que la plateforme en pierre sur lesquelles apparaissent les noms des révérends Bull. Et c'est à peu près tout. Et puis, on peut voir de la rue, on peut voir le Borley Cottage et les anciennes écuries qui faisaient partie des constructions sur les terres du presbytère. On peut voir le 10 sentier de la Nonne, qui rejoint pratiquement la route, mais c'est à peu près tout. Et il faut quand même te préciser, Yannick, que les gens de Borley aiment pas trop les histoires de fantômes. Moi, je me rappelle, souvenir comme ça, détails de visite. Quand j'étais sur place, il y a des gens qui étaient très sympathiques, avec lesquels je me suis entretenu, qui m'ont raconté les histoires de Borley, les histoires de fantômes qui circulaient, à propos à la fois de Harry Price, du révérend Smith, des révérends Bull, père et fils. Donc, il y a toute une espèce
d'historicité locale qui touche les histoires des fantômes de Borley. Mais à plusieurs reprises, quand je déambulais dans le cimetière ou quand je prenais des photographies du Borley Cottage, ben, il y a des gens qui ont passé en voiture, des gens de Borley qui me klaxonnaient en me disant il n'y a pas de fantômes ici, débarrassez, allez-vous-en. Donc tu vois des gens qui étaient un peu agacés par ce tourisme de l'insolite où des gens se rendent, puis je peux comprendre que ça doit se produire fréquemment, comme ça se produit à Amityville, hein. Des gens se rendent là pour prendre des photographies de la maison ou se photographier eux-mêmes, se faire photographier devant la maison, et tout ça peut agacer localement les gens qui habitent à proximité de ces lieux-là. Et c'est exactement le cas à Borley. Visiblement, il y a des gens de Borley qui sont exaspérés par toutes ces histoires de fantômes qui circulent autour de cette petite commune, qui, je le rappelle, hein, c'est une vingtaine de maisons sans plus Borley. 19h43, on fait une courte pause et on revient. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Last year, we came really close. We know that there's something out there it can't hide from us. Our algorithms suggest that there's an undiscovered Bigfoot migration happening here. Tell me you heard that. That's creepy when you hear branch breaking like 200 feet. Looks like two eyes coming my way. We definitely know we're not alone out here. It knows we're here. Oh my God, I just heard something. Oh my, look at this. That's big. It's huge. I've got tracks down here. I've got legit tracks. All new season, Expedition Bigfoot, Sunday, January 3rd at 9 on Travel Channel. On parle des Bigfoot. Ah oui, en fait, c'est ça. C'est une question d'un auditeur qui me parle de cette nouvelle série qui est présentée à Évasion, qui s'appelle Expédition Bigfoot. On vient d'entendre d'ailleurs une bande-annonce de la série en anglais qui est présentée sur Travel Channel. Et ce que l'on voit dans cette série-là, donc il me pose la question, est-ce que vous avez vu ces épisodes-là et vous en pensez quoi? Ben en fait, ce qu'on voit de cette série-là, c'est une série américaine. Aux États-Unis, au moment où on se parle, on en est au tournage de la 3e saison. La version qui nous est présentée ici à Évasion, c'est la première saison. C'est une série qui s'inscrit dans d'autres séries du même genre, Tracking Bigfoot, Finding Bigfoot, Searching for Bigfoot. Donc, on a plein de séries de ce genre-là et qui est exactement une copie-collée. Hein. Si tu coupes le son de ton téléviseur, ben pendant 1 heure, tu vois des gens qui se promènent dans le bois, qui frappent sur des arbres, qui écoutent les feuilles, qui courent après le vent. Puis là, tabarnouche, tu sais, encore une fois, c'est... Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'ils ont toutes sortes de spéculations. Ils entendent un craquement. Écoute, on est dans des forêts de l'Oregon. Et là, tout d'un coup, ils sont là la nuit, ils se promènent. D'un coup, ils entendent une branche qui craque. Puis c'est « It could be Bigfoot ». Ben écoute, « It could be Bigfoot ». « It could be un renard ». « It could be n'importe quoi ». Et ces gens-là, ça, c'est renversant. Donc, c'est des spéculations qui sont tout à fait outrancières. On trouve une branche cassée, ça doit être Bigfoot. Et là, tout d'un coup, ils ont des espèces. C'est comme si ces gens-là avaient un guide vie et mœurs des Bigfoot. Tu sais, ils s'en vont dans le bois, d'un coup, ils entendent une espèce de craquement ou un coup sur un arbre. Ça peut être un cerf qui frappe ses cornes, tu sais, son panache sur un arbre pour attirer des femelles, mais pas eux autres. Eux autres, ils entendent le bruit et là, ils disent « Ah, le Bigfoot fait souvent ça. » Hein? C'est comme si, on n'a jamais prouvé que le Bigfoot existait, mais c'est comme s'il y avait un livre, Vie et mœurs du Bigfoot, puis ils savaient ce que le Bigfoot fait, ils savent comment il crie, ils savent quel genre de nid il se fabrique. C'est quand même renversant, et évidemment, il faut se rappeler
qu'on n'a pas la moindre preuve matérielle de l'existence de ces hominidés qui vivraient dans les forêts un peu partout aux États-Unis. En fait, on en a vu dans tous les États américains, sauf l'île d'Hawaï, et on en a vu partout au Canada également, sauf de mémoire, je crois, c'est sur l'île du Prince-Édouard où il n'y a aucun récit de Bigfoot. Mais bon, ça peut être un ours, ça peut être n'importe quoi, un craquement, et là, évidemment, un trou dans le sol devient une empreinte de Bigfoot. C'est tout à fait renversant et d'une platitude déconcertante. Ça me fait penser à la fameuse série La Malédiction d'Oak Island. Si tu coupes le son de ton téléviseur, Yannick, épisode après épisode, tu vois des gars avec des pelles qui creusent, puis qui creusent, puis qui creusent. T'as l'impression de toujours voir le même épisode. C'est dans le discours que ça change. Et là, évidemment, avec des spéculations outrancières, on trouve un petit bout de métal. Ça doit être les Templiers. C'est un bout de métal, c'est un clou. Peut-être les Templiers. Ouais. C'est des affirmations, des spéculations qui sont outrancières. Mais Christian, oui. Les gens le savent. On n'a jamais retrouvé d'ossements, on n'a jamais retrouvé de poils de Bigfoot, on n'a jamais retrouvé de merde de Bigfoot. Non. Mais c'est des histoires qui font vendre. Tu présentes ça à la télé, tu mets une bonne production. On a entendu la production sonore. Écoute, la production sonore, j'en ai des frissons. Oui, donc, c'est bon. nécessairement, les gens restent à l'antenne, même si c'est de la merde. Ouais, puis là, c'est ça, là, ils voient des yeux dans l'obscurité, puis là, oh my God! Oh my God! Attends une minute! T'es dans une forêt de l'Oregon, tu vois des yeux dans l'obscurité qui brillent. Ça peut être un cerf, ça peut être un ours, ça peut être n'importe quoi, des yeux qui brillent. Hey, c'est quelque chose, ça. Mais il faut être d'une naïveté incroyable pour avaler ces histoires-là sans la moindre preuve matérielle. Tu sais, comme cette histoire, je te mentionnais, l'histoire de Oak Island, à toutes les fois où ils sortent les Templiers, écoute, il faut prendre pour acquis que les Templiers sont venus en Amérique du Nord. Mais ça, c'est une affirmation. Si tu racontes ça à un historien en France, là, parce que les Templiers, c'est un ordre de moines chevaliers qui avaient été créés par le pape pour protéger les terres saintes durant les croisades. Ils ont été créés au 12e siècle. L'ordre a été défait au 14e siècle sur ordre du pape. Et en fait, c'était en 1312, le pape a dit, ça n'existe plus, et les derniers dirigeants de l'ordre, qui s'étaient développés un peu comme une espèce de banquier, ils ont été arrêtés, et le dernier a été exécuté en 1314. Il n'y a aucune preuve historiquement, que les Templiers aient survécu à ça, et encore moins qu'ils aient fait un voyage en Amérique du Nord. Ça, là, c'est aussi invraisemblable, aussi spéculatif que de dire, c'est des farfadets, des guidons, puis des licornes. Tu racontes l'histoire des Templiers au Canada, un historien français, parce que l'ordre était principalement français, tu racontes ça à un historien, il va te rire d'en face. Mais, quand on nous présente la malédiction d'Oak Island, il faut prendre pour acquis que ça doit être vrai, que les Templiers ont probablement survécu au démantèlement papal et qu'ensuite ils sont venus cacher un trésor au Canada. Mais ça, je veux dire, c'est une histoire à dormir debout, pareil comme ces gens-là qui se promènent dans le bois puis voient des yeux, puis ça doit être Bigfoot, ou des branches cassées à mi-hauteur, ça doit être Bigfoot. Oh, sur une petite plante ici, il nous manque des baies sauvages. Le Bigfoot mange des baies sauvages. Oh, tabarnouche, vous savez ça comment? C'est renversant. Je suis en train de me choquer, là. Voilà, c'est pas grave. Ça me choque parce que c'est des sujets que je trouve intéressants. Il y a des éléments sur lesquels on pourrait se questionner, comme par exemple les empreintes de pas qui ont été trouvées. Certaines semblaient montrer des crêtes dermiques, qui seraient dures à truquer. Mais entre un élément où tu dis ça c'est intéressant et du n'importe quoi, du grand n'importe quoi, j'insisterais, là, il y a un monde entre les deux. Et ce qui est le plus surprenant dans cette histoire-là, dans cette série Expédition Bigfoot, c'est que l'une des personnes qu'on retrouve semaine après semaine, c'est Mireya Meyer, qui est une véritable primatologue, anthropologue, et qui participe à ses recherches dans le bois. De temps en temps, on voit qu'elle essaie de mettre un bémol, mais le fait de participer à un truc aussi ridicule que ça, j'imagine qu'elle doit avoir un bon chèque de paye parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi, Yannick. Exact. Donc, je réponds, si les gens me demandent qu'est-ce que vous pensez de Expédition Bigfoot, c'est bof, c'est du déjà vu, puis il n'y a rien là-dedans. On attend toujours la preuve matérielle qui susciterait un quelconque intérêt de la part des anthropologues. Un beau week-end à toi ainsi qu'aux auditeurs et on se rejase vendredi prochain.
Absolument. Salut. Bon week-end. Bye bye. Ciao. Radio X Files. Radio